Bonjour à toutes et à tous. La classe de seconde C du lycée Pasteur de Neuilly a accueilli sur ses bancs une bande de copains, celle d'un artiste dont nous suivons le parcours au fil des décennies, Jean-Louis Aubert, bien sûr. Je vous rappelle que ma chaîne est dédiée aux biographies flash de personnes avant leur célébrité. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Un pouce bleu m'aidera également au référencement. Merci d'avance. Mais revenons à Jean-Louis Aubert, et c'est maintenant. Là, c'est très. Pour info, en 1970, l'orientation des élèves s'inscrivait dans une dynamique de démocratisation qualitative, considérant que les meilleurs élèves devaient opter pour un parcours matheux. Le lycée Pasteur accueillait la future troupe de théâtre dont la renommée fit aussi le tour de l'Hexagone, celle du Splendide, avec Michel Blanc, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, etc. Fils d'ouvriers, de bourgeois, étrangers ou autochtones partageaient la même cour de récréation, sans aucun conflit lié à l'appartenance religieuse, au mode de vie ou aux traditions de chacun. Les différences cohabitaient harmonieusement. C'est donc au sein de cette classe de seconde C que se sont consolidés des liens indéfectibles d'amitié entre Jean-Louis Aubert et quelques autres de ses camarades. Âgés de 15 ans, certains étaient issus de familles ouvrières. Leur classe sociale différait de la sienne, son père étant sous-préfet, mais jamais cette différence n'a été évoquée ou a été l'objet de conversations embarrassantes dans leur groupe. Sur les bancs de cette école, ils sont devenus les meilleurs amis du monde, toujours collés ensemble. De 70 à 73, ils furent inséparables, initiateurs des pires bêtises. Certaines anecdotes furent croustillantes au lycée Pasteur. En seconde C, le coefficient des maths est le plus élevé, celui de la philo est insignifiant. L'intérêt qu'ils portaient à cette matière relevait d'une nonchalante indifférence. Leur infortuné professeur de philosophie, répondant au nom de Pinard-le-Gris, de quoi régaler leurs imaginaires narquois, subit quelques déboires. Formant une petite bande composée de Jean-Louis et quelques autres copains, ils préméditent un guet-apens en vue d'une attaque surprise. Ils attendent sur le palier se situant tout en haut du magnifique escalier en colimaçon du lycée. Il suffisait de se pencher un peu pour assister au va-et-vient des élèves et enseignants au rez-de-chaussée. Munis d'un grand sac en plastique rempli d'eau à ras-bord, ils guettent son arrivée. Il ne fallait pas se rater, bien viser au moment exact du passage. Bingo! Monsieur Pinard-le-Gris fut noyé sous 5 litres d'eau froide. Leur réputation leur accorda quelques suspicions, mais à défaut de preuves, les pseudo-coupables ne furent jamais réprimandés. Continuant sur la lancée des facéties et toujours solidaires au sein de cette bande joyeuse, ils avaient développé une certaine aversion envers un professeur d'anglais. Celui-ci portait un patronyme propice à toutes les moqueries possibles. Monsieur Bonichon était devenu une cible. Dispersés chacun dans des classes différentes, ils conviennent que chacun d'eux se fasse renvoyer du cours. Mission accomplie avec une facilité déconcertante. Regroupés dans le couloir, ils enfilent des bas de femmes sur le visage en mode cambrioleur pour masquer leur visage. Monsieur Bonichon vit alors entrer en trombe 5 individus cagoulés brandissant des pistolets dans sa direction. Stupéfaction pour ce pauvre enseignant qui, dans l'urgence, lève les mains devant toute la classe médusée. Des jets d'eau fusent sur le pauvre homme. Rapidement démasqués, ils furent dans l'obligation de signer un document les engageant à ne plus recommencer sous peine d'exclusion. Mais rien ne pouvait brider leur imagination en matière de bouffonnerie. Un voyage scolaire mémorable fut organisé par M. Fournier, le prof d'histoire-géo. Il achevait sa dernière année parmi eux, prélude à une retraite d'autant plus méritée qu'il lui avait fait vivre bien des péripéties. Une épopée qu'il n'oubliera pas de sitôt, la visite du port du Havre. Le car, ce véhicule vintage inconfortable, fut source de souvenirs épiques. Jean-Louis et quelques copains s'étaient installés sur la grande banquette arrière. Après quelques heures de route, le chauffeur du car fait une pause dans une station-service. Puis il reprend la route, mais après quelques kilomètres, le prof prend conscience que certains élèves manquent à l'appel. Demi-tour, revenir sur le lieu en question pour retrouver les camarades oubliés. La bande profite de l'aubaine pour faire le plein d'alcool. Quelques bouteilles dénichées dans le magasin de la station, à consommer bien installées tout au fond du car. Les kilomètres défilent au rythme des bouteilles qui se vident et le groupe commence à sentir les effets notoires de l'alcool. Passablement éméchés à l'arrivée au Havre, ils descendent du car tant bien que mal pour rejoindre une salle de cinéma présentant un documentaire sur le port, préalablement à la visite des lieux. L'un d'eux fume dans la salle et suite à une altercation avec le directeur du port du Havre, ils sont de nouveau virés et privés de visite. Au retour, en fin de journée, leur vessie ayant besoin de se vider, ils prennent soin d'arroser les murs du lycée. Il va sans dire que leurs actes s'accompagnent d'un je m'en foutisme complet, d'un ras-le-bol du lycée, des méthodes d'enseignement et de son contenu. Bref, ils ne fichaient plus rien. Leurs dossiers scolaires furent accablants, presque tous se retrouvèrent dispersés dans d'autres lycées. Jean-Louis, pour sa part, fut envoyé au lycée Carnot. La musique constituait également un point commun entre eux, même si certains étaient davantage attirés par le jazz rock, un style très technique et complexe.
D'autres, dont Jean-Louis, chérissaient le répertoire rock des Who, Led Zeppelin ou encore les Beatles. Tous s'intéressaient à cette actualité musicale complètement novatrice. Cette époque vit naître de grands albums qui ont influencé leurs choix musicaux et nourri leurs imaginaires. L'admiration que les amis de Jean-Louis lui vouaient était notoire. Certains souvenirs demeurent profondément ancrés dans leur mémoire, notamment le privilège d'assister à la performance de Jean-Louis au club de jazz du lycée Pasteur. Ils furent impressionnés par son aisance à interpréter I'm Going Home, un morceau blues rock d'Alvin Lee, surnommé le guitariste le plus rapide du monde, et remarqué au festival de Woodstock avec son groupe 10 Years After. Déjà à cette époque, en rentrant chez lui, l'un de ses amis, en parlant de Jean-Louis, s'exclamait tout exalté devant ses parents « Lui, ça va être une vraie star ». Ce qu'il fallait démontrer devint certitude, et tous ses amis ne pouvaient que se réjouir de sa réussite. « On le connaît, le petit qui passe à la télé, il est souvent venu à la maison ». Ses copains se rendaient souvent dans la petite chambre de bonne située dans un immeuble construit dans les années 60 que les parents de Jean-Louis lui avaient réservé. Il lui offrait un peu d'autonomie en laissant l'adolescent donner libre cours à ses désirs d'émancipation. Ça n'était pas donné à tout le monde à 16 ans de profiter d'un lieu comme celui-là, suffisamment éloigné du domicile de ses parents. Dans ce refuge amical, ils écoutaient des disques en fumant des pétards. Il est important de souligner que cette période correspondait à l'apparition des psychotropes dans leur vie d'ado. Ils constituaient un élément indissociable et manifeste de leur environnement musical, marquant ainsi une époque de changements culturels et sociaux significatifs. La drogue faisait partie des influences, elle était en somme livrée avec. Les artistes qu'ils admiraient en consommaient et affichaient leur penchant avec transparence. Tout le monde savait. Les groupes écrivaient des chansons à ce sujet. La révolution intellectuelle entrait dans une démarche d'ouverture d'esprit par le biais de ces substances. Les jeunes ne les consommaient pas pour oublier, mais au contraire pour élargir leur vision du monde, y puiser leur créativité artistique. Leur petite bande d'ados vivait en totale rébellion contre les idéaux que la société imposait, et de fait contre l'éducation prodiguée par leurs parents, un tantinet réac. Ils trouvaient une source d'inspiration au travers de la culture alternative. Celle-ci dérangeait les gens bien pensants et ceux qui les avaient élevés. Leur positionnement dans cette société était avant tout revendicatif. Ils ne voulaient tout simplement plus qu'on leur impose un mode de vie ou de pensée normatif. L'un des amis de Jean-Louis avait fait sienne une petite maison de bois, en pleine campagne, qui se trouvait en face de chez ses grands-parents, dans la vallée de la Chevreuse, en Île-de-France. Le propriétaire était ravi à l'idée que cette cahute inhabitée, plutôt que d'être vandalisée régulièrement par des malfrats de passage, soit dorénavant occupée, ne fût-ce qu'occasionnellement. À 16 ans, en 70, posséder une maison en bois, c'était le comble de la classe. La seule chose pouvant rivaliser étant peut-être un billet pour un concert de Led Zepp ou une collection de vinyles. Jean-Louis ne tarda pas à enfourcher sa mobilette pour venir rejoindre cet endroit singulier avec d'autres amis tels que Max Picou, Théo, Olive Caudron. Je reviendrai plus tard sur la qualité de la relation amicale entre Jean-Louis et Olive. Cette joyeuse troupe de super potes chevelus se lançait dans une épopée motorisée depuis Levallois-Perret jusqu'à cette cachette perdue dans la vallée. C'était une chevauchée d'enfer d'une trentaine de kilomètres sur leur destrier à 2 roues. C'est dans ce royaume d'écorce et de rêves qu'ils se fabriquaient du bonheur. Une batterie avait été installée pour s'exercer en autodidacte. Ils n'avaient pas encore la majorité que déjà, ils exploraient d'autres dimensions dans l'univers de leurs rêves avec une imagination débordante. C'était à cette époque, en 1970, qu'ils ont créé le groupe Masturbation, composé de Jean-Louis Aubert, Olivier Caudron, qui formera par la suite Diesel entre 70 et 81, et Lily Drop de 79 à 2005, et 2 futurs Diesel, Alain Plume et Max Picou. Ces 3 années passées au lycée Pasteur furent mémorables, marquées par les grèves et les manifestations. La jeunesse exprimait sa colère en désaccord avec la loi de réforme du service militaire, la loi Dobré 21, qui retirait les sursis pour les études effectuées après l'âge de 21 ans. Le printemps 73 a été très animé. Dans les rues de Paris, les manifestants, composés de lycéens et d'étudiants, défilaient pour protester au nom de l'antimilitarisme. Presque un second mai 68. Jean-Louis et ses amis ont participé à ces manifs dans lesquels des pancartes étaient brandies, affichant des slogans tels que « Les sursis, on s'en fout, on ne veut plus d'armée du tout ». Ils étaient contre presque tout, la famille, l'autorité sous toutes ses formes, les profs, antimilitaristes, contre l'injustice de la guerre au Vietnam, anti-tout, leur correspondait parfaitement. Ce mouvement était mondial. Le contexte dans lequel évoluaient Jean-Louis et tous ses copains, en plein cœur de l'adolescence, a beaucoup contribué à profiler leur personnalité. Tous les gens de cette époque-là étaient en quête d'un autre monde, capables de se dire « mais non, on n'est pas d'accord avec tous les principes qu'on se trimballe depuis tant de décennies ». C'était le début de la prise de conscience écologique et de la perte de confiance de la population en leurs dirigeants. Cette décennie 70 les a enrichis. Jean-Louis et Olive ont été fortement inspirés par la lecture du roman de l'américain Jack Kerouac et son livre Sur la route. Il retraçait les voyages qu'il avait faits à travers les États-Unis. Dans ce roman, l'écrivain et ses amis, issus des mouvements beatnik et contre-culture, se démarquaient par le rejet du matérialisme, du conformisme et du consumérisme. Ils prêchaient l'expérimentation des drogues psychédéliques.
la libération sexuelle, la poésie et la musique. Il est important de souligner le magnétisme du livre de Jack Kerouac avec tout ce qu'il a apporté d'inspiration dans leur vie d'adolescents. L'extrait suivant en est une parfaite illustration. Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents, tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles, vous pouvez les admirer, ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer, mais vous ne pouvez pas les ignorer. Car ils changent les choses. Ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent, ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Jean-Louis Olive était en phase avec cette lignée-là, cette forme de pensée, cette idée que nous aussi nous voulons faire cette route, faire nos propres découvertes. C'est donc avec Olive que Jean-Louis partira quelques mois découvrir les USA après l'obtention du bac. Olive, meilleur ami de Jean-Louis, se révélait le plus affranchi, le plus éveillé au sens d'une intelligence vive, alerte et créative. Il influait sur les décisions de son ami, ses projets ou ses centres d'intérêt. Dans une précédente vidéo, je vous avais raconté leur rencontre au centre de scoutisme. Passionnés de musique, ils vont ensemble découvrir les Who en concert, s'essaieront à plusieurs styles musicaux et consolideront leur amitié au fil du temps. En 1975, le groupe Semolina est créé avec les copains Richard Kolinka à la batterie, Daniel Roux à la basse et Jean-Louis guitare-chant. Un 45 tours devait voir le jour en 1976, face A, et j'y vais déjà, face B, Plastic Rocker. Un test pressing a été créé avant la commercialisation, c'est-à-dire un échantillon vinyle qui permet la vérification du disque. Mais le groupe est dissous. Le concert au centre américain qui était programmé pour Semolina n'aura pas lieu, mais les 4 membres du futur groupe Téléphone seront sur scène. Fin 76, Corinne Marieno, Louis Bertignac, Jean-Louis Aubert et Richard Kolinka se produisent devant un public déchaîné. Ce récit est maintenant terminé. Je vous souhaite encore plein de beaux concerts avec Jean-Louis Aubert. Restons ados aussi longtemps que faire se peut et que la musique nous accompagne sur nos fauteuils à roulettes jusque dans les EHPAD. À bientôt, au revoir.